Bonsoir à tous et bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive. Ce soir, c'est la 82e émission et vous êtes très chanceux puisque c'est la première fois que je prends les commandes pour une émission 100% féminine. Alors ce soir, on va vous parler de plein de news locales, d'actualités parfois nationales et internationales, mais surtout de films qu'on a aimés ou qu'on a détestés, avec beaucoup d'humour et surtout d'amour puisque c'est Cinéma Mon Amour. Alors, une émission 100% féminine, ça veut dire que nous sommes seulement 2 chroniqueuses ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors, comment vas-tu ? Écoute, je vais très très bien. Plutôt ravie de cette configuration, je dois bien te l'avouer. Oui, moi aussi. Alors, comment était ta semaine de cinéma ? Est-ce que tu t'es amusée ou pas ? Alors, comment te dire ? J'ai vu 2 films hier qui ont été difficiles, psychologiquement, on va dire. Et j'ai eu la chance d'aller au Festival de Cannes. Et il y a 2 films que j'avais vus en programmation qui sont sortis hier et donc pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur. J'en parlerai, je pense, un petit peu plus tard. Et cette semaine est quand même assez française. On va parler de beaucoup de films français. Oui, c'est pas pour te déplaire, ça, je pense. Ça dépend desquels, hein. On va voir. Et toi, ta semaine cinématographique, vas-y. J'ai vu un film et un autre film que j'avais vu en avant-première il y a un mois, enfin assez terrible, mais on en parlera. D'accord. Voilà. Tu as l'air en tout cas très enthousiaste. Oui. Pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Alors, il y a quelques news locales dont on voulait vous parler, quelques événements qui vont avoir lieu. Alors déjà, ce soir, ça se passe au cinéma Le Royal à Toulon. Dans la série du programme Film Culte, il y a une soirée de projection d'Alien, le 8e passager, à 20h ce soir. Et la séance est présentée par Louis Blanchard, qui est un critique cinéma, pour la revue SoFilm, mais aussi Chronique Art et 3 couleurs. Et c'est aussi l'auteur du livre Les vies de Tom Cruise. Voilà. Ah mais alors, moi ce film, c'est dommage que ça va être un peu court pour, après l'émission, courir vite au Royal. Pour moi, c'est un film que je considère comme cultissime. Il fait partie pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis. Mais donc allez-y. Que je le vois, mais... Comment ça, il faut que je le voie? Tu l'as jamais vu? Non. Julia. Mais en attendant, le programme Film Culte va continuer au Royal avec plein de films cultes. Voilà. C'est bien, c'est joliment résumé, j'aime beaucoup. Belle transition. Ensuite, lundi 26 novembre à 20h30, l'association Lumière du Sud va organiser au cinéma Cinétoile un ciné-débat autour du film tunisien Mon cher enfant de Mohamed Benatia. Et la séance va être présentée par la présidente de l'association, Mireille Vercellino. Et il y aura un échange avec le public à la fin de la séance. Ça risque d'être une belle expérience aussi. Mm-hmm. Donc, allez-y. Au Cinétoile lundi prochain. D'accord, formidable. Ensuite, mardi 27, ça se passe au cinéma Henri Verneuil, cette fois-ci à La Valette. Et c'est dans le cadre des soirées des mardis de l'art. Le film Degas, Une passion pour la perfection de David Bickerstaff va être projeté. Et à l'issue de la séance, il va y avoir aussi un débat organisé entre José Sicard, qui est spécialiste en histoire de l'art, et le public. Ah. En tout cas, chers auditeurs, vous pourrez comparer quand même la différence entre certaines personnes qui accrochent les noms propres et d'autres qui ne le font pas. Et d'autres qui ne le font pas. Bravo à toi, Julia. Merci d'être là. Et ensuite, le dernier événement, c'est jeudi prochain, jeudi 29 novembre, à 19h30, au Pâté Liberté. L'avant-première du film Pupille de Jeanne Henry est organisée, et à l'issue de la séance, il y aura aussi un débat avec les membres, cette fois-ci, de l'association ADEPAB VAR. D'accord. Ça fait quand même plein de choses, une belle semaine. Ça fait quand même une belle semaine cinéma avec du culte, de la découverte, et puis un beau documentaire. C'est beau. On fait un petit jingle juste pour ennuyer Maxime. Ça marche.
Alors les news du coup internationales, peut-être. Nathalie, est-ce que tu as des choses à nous apprendre sur le monde du cinéma, le milieu du cinéma? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas forcément du cinéma. Je vais vous parler série. Une fois n'est pas coutume. Alors, je vais vous parler d'une adaptation d'un roman qui s'appelle Le Parfum et qui va être adapté en série pour Netflix. Alors il faut savoir qu'il y avait déjà un film qui avait été fait, absolument sublime, par Tom Tykwer, avec Dustin Hoffman, Alan Rickman, et le film était absolument somptueux. Et à première vue, Netflix va le décliner en série à partir du 21 décembre. Je trouve que c'est quand même 21 décembre. Ça va être un beau cadeau de Noël c'est vrai, pour les chanceux qui ont Netflix. C'est assez prometteur, en effet. Le Parfum était très bien. Tu as lu le livre, toi, si je ne m'abuse? Non, j'avais vu le film. Oh, pas le livre, non. Pas bien. Et Maxime, est-ce qu'il l'a vu? Ah bah, Maxime, est-ce que tu l'as vu? C'est petit. C'est petit. Et toi, est-ce que tu as des news? Oui, j'ai des news aussi séries. Et je pense que tu l'as vu aussi, le trailer de Game of Thrones. Oui. Ah, oui. Mais un peu déçu puisqu'on ne voit pas de nouvelles images, je crois. Alors, alors là, Bon, déjà, on a une date. C'est avril 2019, du coup. Voilà. Mais pas de nouvelles images. Alors, d'un autre côté, moi, je suis plutôt assez contente de ne pas avoir de nouvelles images, sachant que les derniers épisodes de cette série vont durer 1 heure, voire plus. Donc ça, c'est assez jouissif, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même, pour moi, une série qui fait partie des séries cultes. Ah oui. Et puis c'est le final. C'est le final, exactement, c'est la dernière. Le monde l'attend. Donc non, je suis plutôt contente de ne pas avoir vu de nouvelles images, parce que c'est vrai que là, je me restreins un petit peu au niveau des news et des images pour cette série, parce que je ne voudrais pas être trop spoilée. Ça m'énerve un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a tout un tas de news et tout ça, et donc ça me gâche un peu mon plaisir. Je ne veux pas le gâcher, en fait. Et alors, est-ce que tu connais la série 10%? Évidemment. Elle a repris sur France 3. Oui. Je suis en plein milieu de la saison 2. Là, c'est la saison 3 qui a commencé sur France 3. Exactement. Et sinon, les autres sont sur Netflix, je crois. La série va arriver sur Netflix une fois que tous les épisodes seront passés sur France 3. Mais j'ai vraiment hâte parce que, évidemment, je ne le regarde pas en direct. Je regarde sur Netflix. Mais non, la série, je la trouve... C'est une série française. C'est une série drôle. D'abord, elle a le bonheur d'avoir Camille. J'adore Camille Cotin. J'adore Camille Cotin, qui est absolument... C'est la connasse ou Oui, c'est la connasse. Ouais. J'adore, mais pas que. Elle a fait aussi Largué, que nous avions chroniqué dans cette émission, et je trouve que c'est une actrice absolument... Mais tous sont absolument incroyables, et c'est une série vraiment que j'affectionne, et je te remercie pour cette news. Est-ce que tu en as d'autres? J'ai pas d'autres news. T'as pas d'autres news? T'as pas un petit racle? Tu racles pas un peu les tiroirs? Non, j'ai des petits gossips, mais bon, je sais pas si c'est très intéressant. Alors, chers auditeurs, comme vous avez pu le constater, Maxime et Luc ne sont pas là. Mais je dois dire que que je suis harcelée de messages par Maxime. Alors, petite dédicace, Maxime, tu n'es pas dans le studio. Voilà. Donc, on dit ce qu'on veut. On passe la musique qu'on aime. Et voilà, c'est du girl power, t'auras pas voix au chapitre ce soir. Donc je vais vous parler, pour commencer, me semble-t-il, des Mauvaises Herbes, réalisé par Queyron, avec Catherine Deneuve et André Dusselier. Wael, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne, de petites arnaques, qu'il commet avec Monique, interprétée par Catherine Deneuve. C'est une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de Monique, Victor, lui offre, sur l'insistance de Monique, un petit job bénévole au centre d'enfants exclus du système scolaire. Alors, d'abord, je suis allée voir le film, pas contrainte et forcée, mais presque, parce que dedans, il y a Catherine Deneuve, et j'ai un petit peu de mal avec Catherine Deneuve. C'est le second film de son réalisateur, et je dois bien avouer que le jeu d'André Dusselier, Catherine Deneuve et Queyron est assez jubilatoire, de les voir tous les trois évoluer. Les joutes verbales sont plutôt efficaces, c'est plutôt bon. Le film est
plein de bonnes intentions, c'est drôle, c'est touchant, mais j'ai envie de dire, c'est prévisible et sans aucune surprise. C'est sympathique, il y a des bons moments. Alors c'est très compliqué de parler d'un film sur un enfant qui a eu des difficultés dans la vie et qui d'un coup se met, on va dire, à devoir guider les autres qui sont eux aussi en difficulté. Donc je vais dire que c'est un chemin assez facile et assez bien balisé qu'on a déjà vu plein de fois, mais je dois quand même tirer mon chapeau au réalisateur parce qu'il le fait. L'exercice est plutôt bien fait. C'est voilà, comme je l'ai dit, c'est plein de bons sentiments. C'est un petit bonbon sucré. Vous avez une petite heure et demie à passer. C'est une bonne comédie sympathique, vraiment. Je peux pas être plus gentille. Qu'est-ce que... Mais écoute, ça donne quand même un peu envie d'aller le voir. Moi, j'aime beaucoup Catherine Deneuve. Oui. Alors, il faut dire que je l'apprécie pas des masses, mais par contre, dans le rôle, il y a 2-3 séquences qui m'ont surpris et elle m'a fait beaucoup rire. Voilà, je dois quand même lui rendre ça. Après, moi, André Dussolier, je l'adore. Pour moi, c'est un acteur français absolument magistral. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, les trois qui quand ils sont dans des joutes verbales, c'est drôle, c'est jubilatoire. Et Catherine Deneuve excelle plutôt dans cet exercice parce qu'elle ne se prend pas au sérieux dans ce film-là et c'est plutôt bon. Voilà. Mais malheureusement, je crois qu'on a quand même tout vu dans la bande-annonce, non ? Elle est très longue, la bande-annonce. La bande-annonce, elle est très très longue. Et... Oui, mais bon, après, il faut aussi penser à d'autres personnes qui ne voient pas forcément les bandes-annonces comme nous et qui vont La surprise est là, quoi. La surprise, non, mais ils vont passer un agréable moment. Nous, c'est vrai qu'on va voir des films et qu'on est toujours un petit peu, pas dans la critique, mais on cherche le sensationnel, à être surpris. Et il y a d'autres qui veulent juste passer un bon moment devant un film. Ce film est pour eux, ce film est sympathique. Voilà. Très bien, merci Nathalie. Et je vais continuer. Ah oui, pardon. Oui, non, mais si tu me manges, si tu commences à nous faire du Luc et à me manger mes jingles, ça va pas le faire. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Je voulais tellement présenter ce film que j'ai été embarquée. D'accord. Alors, puisque je vous présente Amanda. Qui est un film qui m'a beaucoup émue et c'est un peu difficile d'en parler. Je l'ai vu hier soir au Royal. Il passe au Royal à Toulon en ce moment. C'est le dernier film de Michael Herz. Il avait réalisé Ce sentiment de l'été que je n'avais pas vu. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Nathalie. Non. C'était un film qui parlait déjà du thème du deuil. C'est un thème qui est repris du coup dans Amanda, puisqu'on va suivre David, qui est joué par Vincent Lacoste, qui a à peine 24 ans et qui perd brutalement sa sœur. Et il doit s'occuper de sa petite nièce de 8 ans, qui s'appelle Amanda, et qui est jouée par Isor Moultrier. Alors ce film entre vraiment en résonance avec l'état de la France aujourd'hui, et c'est fait d'une très belle manière, puisque c'est fait par la voie de la douceur, en fait. Déjà, la douceur, elle est dans le cadre du tournage, puisqu'on est à Paris en été, et c'est plutôt agréable à l'écran. Il y a aussi une vraie douceur des personnages. Chaque personnage est vraiment extrêmement bien interprété. Déjà, les acteurs principaux que j'ai cités, Vincent Lacoste et la petite fille qui joue Amanda, sont remarquables. Mais il y a aussi les acteurs qui ont leur second rôle dans ce film et qui sont très puissants. Et on s'attache très rapidement à eux, en fait, à leurs portraits, puisqu'en fait, leurs portraits, ce sont les nôtres. On se reconnaît... je me suis beaucoup reconnue dans les liens familiaux qu'ils tissent, les liens amicaux aussi. Et puis il y a une réelle simplicité de mise en scène dans ce film. Et en fait, ça sert à nous montrer la simplicité du quotidien, de comment on vit, mais aussi la difficulté de la reconstruction après un deuil, après une perte et après des traumatismes qui sont très violents. Alors bien sûr, on pourrait avoir peur que le film tombe dans un pathos, et c'est pas le cas du tout. Alors oui, j'ai pleuré beaucoup, et je pense que n'importe qui, je te mets au défi, Nathalie, je suis sûre que tu pleurais énormément. Pourquoi je t'ai dit je veux pas le voir, le film? Mais à la fois, il y a une vraie... Vraiment, je le répète, c'est très très doux. Alors on pleure, mais parce qu'on est vraiment face à un miroir, on comprend leur douleur, il y a une empathie qui se crée dès le début avec les personnages, ça fonctionne extrêmement bien. C'est un film qui est beau, qui est bienveillant,
bienveillant dans son histoire et dans sa relation avec les personnages. Et ça donne vraiment envie de s'intéresser à la carrière de Michael Herz. Alors je vous le conseille évidemment, c'est bouleversant dans ses propos et dans sa réalisation. Et je veux revenir aussi sur le fait que y a beaucoup de films français de qualité en ce moment. J'ai vu que des films français là récemment, ce mois-ci d'ailleurs. Et c'est vraiment un grand cru et j'en suis très contente. En tout cas, tu as, pour un film, on va dire, qu'au départ, tu n'aurais pas forcément... Je pense que je n'y serais pas allée en dehors de l'émission, mais je suis vraiment ravie de l'avoir vu et il faut vraiment que les gens le voient. C'est un rôle magnifique pour Vincent Lacoste. Il est troublant, enfin... Ouais, j'ai du mal à en parler. C'était beaucoup d'émotions. On sent l'émotion, donc c'est vrai que c'est beau. Surtout que la semaine dernière, tu avais fait Les Chatouilles, me semble-t-il. Oui, c'est toujours des thèmes un peu lourds, quoi. Je trouve que tu es abonné au film un petit peu difficile à digérer. Un peu déprimant, oui, c'est un peu déprimant ces films. Mais tous les deux ont des styles très différents. Et Les Chatouilles est encore au cinéma d'ailleurs. D'accord. Et tu nous conseilles vraiment, alors si on devait... ce film, c'est un gros coup de cœur quand même, Amanda ? Ouais. D'accord. Ouais. Tu me donnes presque envie d'y aller, quoi. Bon, en tout cas, ça donne envie. J'ai envie de dire l'envie... d'avoir envie. Non, c'est pourri. Excusez-moi. Un moment d'égarement. Bon, Nathalie, tu vas encore nous parler d'un film français aussi. Oui. Une réalisation française, française. Avec un sujet un peu difficile, on t'écoute. Oui. Alors, c'est un film un petit peu compliqué à chroniquer, même si je l'ai vu il y a quelques mois de cela. C'est Les Filles du Soleil, réalisé par Eva Husson, avec... alors, je vais abîmer son nom et je m'en excuse, mais vraiment profondément, Golshifteh Farhadi et Emmanuel Berko. Nous sommes au Kurdistan, à Bahar. Commandante de bataillon, les Filles du Soleil se prépare à libérer sa ville aux mains des extrémistes avec l'espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir l'offensive et témoigner de l'histoire de ces guerrières d'exception. Alors, certains chroniqueurs de l'émission, s'ils avaient été là, ils m'auraient dit le film est pas bien noté sur certains sites de professionnels. Et je leur aurais répondu avec ma gentillesse et mon tact habituel, les émotions, ça ne se commande pas. Donc il peut être très mal noté ou avoir des critiques un petit peu, on va dire, en dents de scie. Ça n'enlève en rien ce que j'ai ressenti au mois de mai, lorsque j'ai découvert ce film. Alors, le sujet, vous allez me dire, oui, c'est normal, ça va te plaire, ce sont des femmes, ce sont des guerrières qui se battent. Oui, parce que le film, il est brutal. C'est un film politique, évidemment, dans le contexte, un film quand même bien ancré dans la réalité et qui a le mérite d'avoir une autre vision, parce qu'en général, lorsque l'on évoque la guerre ou des affrontements dans des pays pas si lointains que ça, on parle des hommes qui se battent. Et là, ce sont des femmes. Le rôle de femme en temps de guerre. Ces femmes-là qui... et on va le voir dans ce film, on va suivre, on va dire, ce personnage féminin qui, au début de l'histoire, est prisonnière. Donc elle subit, je vais vous passer les mots sur ce qu'elle subit en tant que prisonnière femme de ces gens. Elle s'évade avec un courage et avec une force et une détermination assez incroyable. Et au lieu de se réfugier dans un pays où elle pourrait être, on va dire, protégée, soignée, ces femmes-là, parce que ce n'est pas la seule, elles sont des dizaines de milliers, je pense, elle fait le choix de se battre, de retourner dans la mêlée au risque de se refaire prendre. Et donc on voit ces femmes qui sont des guerrières, qui sont des combattantes, qui sont meurtries, et que cette rage, vraiment que cette rage anime. Et comment rester insensible face à cette détermination, face à ces histoires. Alors ce n'est pas une histoire vraie au sens propre, mot pour mot, mais je pense qu'il y a des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles à qui ça arrive. Et ce film nous montre vraiment la réalité. C'est un film, comme je disais, brutal et dur. Alors,
oui, le film, il est inégal. Oui, je suis d'accord, il y a des moments de grâce et des moments de beauté. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait un film qui n'est pas très... Enfin, on va dire qu'il n'est pas uniforme. Je suis d'accord. Mais ça nous montre quand même ces femmes qui... Une force de caractère. Elles ont du courage. Et pour moi, ça transcende vraiment tout. Ça va au-delà de tout. Alors, les actrices, je vais re-abîmer son nom, mais il faut vraiment Golshifteh Farahani. Je te remercie, Julia. Qui campe, qui tient ce rôle pas à bout de bras parce que elle l'incarne réellement. C'est un rôle en or, pas évident, parce qu'il faut pouvoir jouer sur plusieurs palettes d'émotions. Et ben moi, j'ai été touchée, j'ai été transcendée et elle est formidable, vraiment. Emmanuelle Berco, j'ai envie de dire, comme à son habitude, elle est impeccable. C'est une actrice française que j'ai découvert sur le tard et qui est vraiment formidable. Alors oui, le film, je ne vais pas dire qu'il se fait descendre, mais les critiques ne sont pas très très bonnes, mais je m'en fiche. C'est un film qui nous montre des femmes meurtries et qui se battent. Et moi, le film, il m'a touchée, il m'a transcendée. En plus, le festival était dans une configuration un petit peu particulière, puisque c'était après l'affaire Weinstein. Donc, c'était vraiment entre guillemets, ce que je scande avec sourire plutôt dans toutes les émissions, Girl Power. Mais là, j'ai envie de le dire avec une voix grave. C'était un film qui incarnait vraiment cette rébellion et de voir des rôles de femmes fortes à l'écran, ça m'a fait du bien et ça donne envie de se battre encore plus pour ces femmes-là qui vivent et qui subissent l'horreur quand même. Et oui, le film m'a bouleversée. Je peux pas dire plus de choses. Je suis vraiment désolée. Allez le voir. Il est au cinéma Liberté. Voilà, tu donnes très envie d'aller le voir. Moi, c'était le cas déjà. J'adore ces deux actrices et la réalisatrice aussi. Même si les critiques sont mauvaises, je m'en fiche complètement. C'est vrai que c'est une situation qui existe en plus au Kurdistan, ces groupes de femmes qui se battent. Du coup, c'est assez poignant. Et puis, c'est l'un des seuls films en compétition réalisé par une femme en plus cette année à Cannes. Voilà, c'est vrai que... Exactement. Du coup, mais bon, après, le film n'est pas que ça. Moi, j'ai eu un éclat de rire en plein milieu du film. Et je n'étais pas la seule, pour une fois, je tiens à le préciser. Mais voilà, le film, j'ai envie de dire, même si on donne notre avis, c'est très subjectif, c'est mon propre avis. Laissez de côté ces critiques pas forcément bonnes. Allez-y avec un esprit ouvert et je pense que le film va vous toucher, du moins je vais espérer. Et bien maintenant, je vais vous parler d'un autre film français. Et celui-ci ne m'a pas plu du tout. Il s'appelle Les Bonnes Intentions. Il porte très bien son nom. Il a été réalisé par Gilles Legrand, qui avait réalisé Malabar Princesse il y a quelques années, et plus récemment Les Belles et Sébastien. Ah ouais, d'accord. Oui. Alors, c'est Agnès Jaoui qui joue le rôle principal, d'une cinquantenaire qui est investie, très investie, voire surinvestie dans les causes humanitaires, et qui donne des cours d'alphabétisation dans un collège. Et lorsqu'une nouvelle prof arrive, qui est beaucoup plus ludique avec ses élèves, qui semble beaucoup plus parfaite qu'elle, elle va se sentir en compétition et elle va décider d'aider son groupe d'élèves qui sont des primo-arrivants qui apprennent le français à passer le code de la route. Bon, alors oui, comme je l'ai dit, le film porte très bien son nom, il est plein de bonnes intentions, mais alors il n'y a pas grand-chose derrière. Malheureusement, tout était encore une fois dans la bande-annonce, les gags, etc. Et encore, vu qu'il n'y a pas grand-chose à en retirer, j'avoue que l'humour ne m'a pas plu du tout. Les sketchs étaient assez lourds, en tout cas à mon goût. Il y a eu quelques rires dans la salle, mais pas non plus énormément.
En fait, je suis pas allée le voir de mon plein gré. Je suis allée le voir lors d'une journée d'avant-première. Il y avait plusieurs films ce jour-là. Et si vous voulez, j'en ai très peu de souvenirs. C'était il y a un mois. Et bon, c'est parti aussi vite que c'est rentré, quoi. C'est quand même pas bon signe. Non, mais le problème, c'est que c'est l'écriture du scénario qui pêche beaucoup, puisque ça part dans tous les sens. Il y a des idées qui sont bonnes, mais malheureusement, il y a plein d'idées qui sont mises ensemble, mais ça fait fouillis. Ça va pas jusqu'au bout. Et un problème d'écriture de personnages aussi, puisque l'idée, c'était un peu de réunir tous les clichés qu'il y a autour des gens qui s'investissent dans l'humanitaire, ou des gens qui sont des migrants, etc. Alors, ça peut être sympa de jouer avec ces clichés-là, mais ça fonctionne pas. Alors c'est dommage, donc il y a vraiment des bonnes intentions, la volonté de se moquer un peu de la bienveillance humanitaire. Mais bon, il faut quand même rappeler que tout ça, c'est quand même dans un but qui est assez noble. Les idées que le film veut faire véhiculer sont quand même nobles. Voilà. Il rappelle des choses qui sont très basiques et qu'on oublie dans nos sociétés aujourd'hui, qui sont celles de la fraternité, de l'entraide, et qu'on voit beaucoup dans ce film, et qui est quand même a un côté touchant. Et il y a aussi l'idée de l'égalité entre tous, même les gens qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps dans notre pays. Bon, je ne vais pas rajouter liberté, vous avez compris l'idée. Alors voilà, le film veut apporter un message, mais bon, avec un peu trop de lourdeur, c'est dommage. C'est quand même un moment, voilà, c'est sympa. C'est sympa. Ah, mais je m'attendais à ce que tu sois un petit peu plus méchante, parce que quand je... Là, j'essaye vraiment de me contrôler, parce qu'il faut être sympathique quand même. Mais... Est-ce qu'en 10 secondes, tu peux être un peu moins contrôlé et dire réellement ce que tu penses du film? C'est pas top. C'est pas top, mais il y a des bonnes idées qui sont pas poussées, mais c'est pas... c'est pas... le problème, c'est... Enfin, pas un problème, mais c'est que quand il y a Amanda, quand il y a Le Grand Bain, Les Chatouilles, tous ces films-là en même temps au cinéma, et qu'il y a... Les Filles du Soleil. Les Filles du Soleil, bon, il n'y a pas le même impact, bien que ça veuille parler de choses assez bienveillantes. Donc ça passe à côté quand même de son sujet. Oui, ça passe un peu à côté de la plaque tout court. Et on parlera des frères Brother, des frères Cohen, un petit peu plus tard, puisque tu vas d'abord nous parler de Yomédine, Nathalie. Alors oui, ça fait encore partie des films que j'ai eu la chance de découvrir au festival. À Cannes. Et oui. Il y en a qui partent à l'autre bout du monde, et puis il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont à côté de chez eux. Tu m'excuseras. C'était petit, pardon. Donc je vais vous parler de Yomédine de Abe Chouanki. C'est un premier film, et on va suivre l'histoire de Bachey, lépreux aujourd'hui guéri, qui n'avait jamais quitté depuis l'enfance sa léproserie dans le désert égyptien. Après la disparition, excusez-moi, de son épouse, il va décider pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, avec ses pauvres possessions, donc ces petites bagages entassés sur une charrette tirée par son âne, avec dans ses bagages un orphelin qui est juste à côté de la léproserie. Que dire de ce film? Alors, c'est pas un film avec des tambours et des trompettes, mais c'est un film vraiment émouvant et qui montre vraiment ce qu'est aussi l'Égypte. Parce que c'est vrai qu'on a l'image de la carte postale de ce magnifique pays, avec ces magnifiques pyramides, avec toutes ces boutiques. Et là, c'est vrai qu'on va carrément aller à l'opposé de cette image-là. Et ben, c'est pas pour me déplaire. Donc, cette espèce de chemin, de voyage, ben, je l'ai pris comme un road trip où le personnage principal va apprendre vraiment qui il est vraiment, parce qu'il n'est jamais sorti de sa léproserie, parce que donc c'est un lépreux guéri, mais qui n'a jamais eu le regard de l'autre sur lui. Ça va être comme un parcours initiatique. C'est un film plein de poésie, de tendresse, d'une drôlerie, mais vraiment très très drôle, et je vais le redire, très émouvant de la relation de ce monsieur, qui est quand même bien amoché, et avec ce petit garçon qui n'a personne, et qui va se projeter
sur ce monsieur qui, au fil du temps, va faire office de père, qui va être cette figure paternelle, et ils vont veiller l'un sur l'autre. C'est beau. Grâce à ce film, je pense qu'on va apprendre à aller au-delà de nos préjugés, et je pense que dans notre société, c'est pas plus mal d'aller voir un film comme cela, d'aller au-delà de nos préjugés. Ce petit garçon qui accompagne Bachet, et il est vraiment très important dans le film. Mais les deux, c'est vraiment un binôme qui fonctionne. Ils vont être confrontés à la dure réalité de la société égyptienne. Et je peux pas en dire plus, parce que il se passe vraiment des petites choses drôles, moins drôles, dans ce voyage. Mais en tout cas, c'est touchant. Je vais le redire, donc je vais faire une répétition. C'est émouvant. Juste pour info, c'est un premier film. Celui qui joue le rôle de Bachet, il s'appelle Radi Gamal. C'est, je crois, un acteur non professionnel qui est absolument incroyable. Et le petit garçon, qui s'appelle Obama, s'appelle Ahmed Abdelaziz. Eh ben, je vais vous dire, c'est dommage que ce film n'ait pas plus de vues, n'ait pas plus de, on va dire, de publicité, parce que c'est encore un film que je vous engage et que je souhaite que vous alliez voir. Je crois qu'il est au Royal. Ouais, il joue au Royal. Il joue au Royal. Alors, l'affiche est plutôt drôle, puisque quand j'en ai parlé autour de moi cette semaine, et j'ai dit, oh là là, il y a Yo Medine qui est sorti mercredi, allez le voir. Ah ben non, c'est un dessin animé. Alors oui, l'affiche est un dessin. Et non, ce n'est pas un dessin animé. Et oui, ça peut porter... Ça peut porter à confusion, mais c'est vraiment... c'est pas un film où il faut s'apesantir sur ce qui va se passer, parce que c'est vraiment plein de joie, c'est plein de couleurs, c'est plein de gaieté, même si il y a un petit fond qui est pas si drôle que ça. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller voir le film. J'ai loupé mon jingle. Ça va. Alors maintenant, je vais plutôt vous parler à travers les mots de Maxime, qui n'est pas là aujourd'hui. Désolée, Maxime. D'un film qui est sorti sur Netflix, qui ne sortira pas dans les salles. C'est le fameux film des frères Cohen, dont on parlait tout à l'heure, The Ballad of Buster Scruggs. Alors, je n'ai pas vu le film, mais je vais vous lire un petit texte que Maxime nous a écrit. Je crois que Maxime a vu le film à Cannes, non ? Non, je crois qu'il l'a vu à Venise. Ah oui, puisque Maxime était notre envoyé spécial à Venise. C'est moi qui l'ai vu sur Netflix. Ah oui, voilà. Alors, je vous lis le texte de Maxime. À l'origine, The Ballad of Buster Scruggs, c'est pas facile, devait être une mini-série d'anthologie de 6 épisodes commandée par Netflix et ayant pour thème l'Ouest sauvage. Sauf que pour une raison que l'on ignore, les frères Cohen ont transformé leur création en un film à sketch de 2h13. Et ce n'est pas Netflix qui va s'en plaindre, vu que le long métrage a raflé le prix du scénario à la dernière Mostra de Venise et serait bien positionné dans la course aux Oscars. Pour autant, le changement de format est-il qualitativement payant ? Joker. Le problème est que l'on sent que ce changement de format résulte de plus d'un constat d'échec que d'une véritable volonté artistique. Les Cohen n'avaient pas suffisamment de matière pour développer des épisodes de durée égale. Les 6 segments oscillent entre 10 minutes pour le plus court et 45 minutes pour le plus long, et chacun est ancré dans un genre qui lui est propre. Ainsi, on passe de manière abrupte d'un segment à l'autre. Le spectateur va se retrouver ballotté entre la comédie satirique, l'absurde noir, le drame, le western spaghetti et le crépusculaire, avec comme seul lien un narrateur omniscient qui feuillette les pages d'un grand livre. La promesse du titre n'est même pas tenue. Le fameux Buster Scruggs n'apparaît que dans le premier segment pour disparaître purement et simplement par la suite. Le film aurait pu s'appeler « 6 histoires sur le Far West », que cela n'aurait pas changé grand-chose, ce qui, personnellement, a renforcé la sensation que je me retrouvais face à une œuvre sacrément hétérogène. Reste que, mis à part ses gros défauts, ce film contient de sacrés moments de grâce. Pour moi, 3 des 6 segments sont de vrais petits bijoux d'écriture et les Cohen savent toujours aussi bien se servir d'une caméra ainsi que de s'entourer de bons acteurs. Parmi les souvenirs qui m'ont marqué au fer rouge,
Je pourrais vous parler d'un James Franco méconnaissable, au bras cassé d'un braquage de banque, du chanteur Tom Waits épatant dans le rôle d'un chercheur d'or halluciné et d'une scène d'un échange surréaliste entre 5 personnages dans une calèche qui pourrait faire penser à du Tarantino. Vous l'aurez compris, The Ballad of Buster Scruggs est une œuvre intéressante, aussi intéressante qu'inégale, mais pour autant, ne boudez pas votre plaisir, car il y a de beaux moments de cinéma dans ce sacré bordel. Alors, Nathalie, tu l'as vu ? Alors, il faut quand même que ça soit extraordinaire pour que je sois à peu près d'accord avec Maxime quand il n'est pas là. Quel dommage. Quel dommage. Alors, oui, je l'ai vu. Alors déjà, la durée du film est assez... c'est 2h13 minutes, ouais. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. La question que je me pose, pourquoi faire des courts-métrages sans aucun lien ? Il n'y a pas de lien, comme il l'a dit. Alors, ça n'enlève en rien à la qualité narrative, à la qualité de filmer des frères Cohen, parce que c'est plus à prouver. Pour moi, ce sont des génies de l'écriture, de tout ça. Mais alors, je vais avoir de grosses réserves, même si ces courts segments sont, comme il les a cités, sont très très drôles. Bon, il y en a d'autres aussi qui sont très très drôles. Mais pourquoi faire des petits courts-métrages ? Ça me fait penser un petit peu au film Paris, je t'aime. Sauf que là, ce sont les mêmes réalisateurs qui font eux-mêmes les courts-métrages. Donc, oui, un réalisateur différent fait un court-métrage et s'est mis ensemble en faisant un film. Voilà, et ça faisait Paris, je t'aime. Donc ça, c'était très réussi. Ça aussi, c'était inégal. Là, je salue l'exercice de style, mais je reste assez dubitative sur le résultat. Il n'y a pas de lien, comme il l'a dit, on passe d'un chapitre à l'autre avec une page qui se tourne. Donc, ils se sont pas cassés quand même. Après, le contenu, c'est drôle, c'est bien filmé, il n'y a pas de problème. Mais... Et James Franco dans tout ça ? Est-ce qu'on en parle toutes les deux en intimité ? Non, c'est vrai qu'on est toutes les deux. Alors, comment te dire ? C'est vraiment un bras cassé. Oui. Mais alors, c'est d'une drôlerie. Voilà, c'est très drôle. C'est très court, c'est très bon, mais on passe on passe à autre chose. Voilà, on n'a pas le temps de. Je suis frustrant. Je suis très frustrée de ce court métrage et ça m'énerve de pas être. Aller plus dans le détail de James Franco. C'est toi qui le dis. Je n'ai rien dit. Après, on va me prêter des propos qui ne sont pas miens. Là, on a une preuve. Donc non, je suis frustrée de pas avoir eu James beaucoup plus longtemps. En tout cas, c'est sur Netflix. Voilà. Ça y est, vous pouvez le voir. Si vous avez Netflix. Si on a Netflix, exactement. Si nous avons Netflix. Eh bien, Nathalie, c'est à toi de nous parler d'un film. Je ne sais pas si tu veux vraiment en parler, sinon on passe. Mais non, Overlord, c'est ça ? Exactement. Je vais vous parler de Overlord. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Alors, Overlord, c'est le nom de l'opération de débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, voilà, pardon. Tu oses ? Non mais Julia, tu vas reprendre tes cahiers d'histoire et tu vas un petit peu réviser, s'il te plaît. Oui. Donc, attention, je vais vous lire le résumé. Accroche-toi. À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils vont tomber dans un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. Alors, pour replacer un petit peu le contexte du bordel, oui, je me lâche. Donc, c'est un film interdit aux moins de 16 ans. C'est un film d'épouvante, auteur, action, guerre. Donc, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dans la salle, j'avais papy et mamie qui, quand ils ont vu le mot Overlord, se sont dit « chic, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale, sur le débarquement ». Donc autant vous dire qu'il n'y a de référence que le titre. Après, évidemment, tout est inventé, même si je pense que pendant cette funeste période, il n'y a pas besoin d'inventer des laboratoires secrets où des savants fous font des choses abominables aux gens.
Après, c'est un film, on va dire, de testostérone pour gros bourrins. Ça tire dans tous les sens. Il y a des boyaux de partout. Ça gicle de partout. J'ai beaucoup ri. Alors, la question que je me pose, j'étais la seule à rire. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri. Je pense que le public visé va être tout émoustillé et ils vont être contents. Non, mais il faut le dire. Moi, franchement, je suis restée un petit peu sur le bord de la route, hein, je vous le dis honnêtement. Après, voilà, on sait ce qu'on va voir. J'avais pas vu épouvante horreur, mais je crois que ça va être mon premier film d'épouvante horreur, malgré Maxime qui m'a conseillé moult films. J'ai pas aimé, évidemment. Je suis pas le public visé, évidemment. Mais j'ai beaucoup ri. Est-ce que ça compte? Oui. Il faut se marrer. Hein. Mais oui, il faut rire. Il n'y a rire. que ça dans ce genre de moment. Dans ce genre de moment où je me suis sentie un peu seule, effectivement. Est-ce qu'il n'y avait pas des acteurs connus, un casting un peu... Non, ouh là là là, vous devriez voir la tête de Nathalie. Comment vous dire J'ai vu des boyaux qui ressemblaient à d'autres boyaux. Bon, très bien. Non, j'ai vu des trucs. J'ai vu des trucs qui n'étaient pas glop, mais non, j'ai pas vu d'acteur. Et puis en plus au milieu, il y a une pseudo-histoire d'amour, ça m'a fait beaucoup rire. Donc non, le film n'est pas pour moi, mais je pense que ce genre de film, comme les comédies ou les petits films français, comme on l'a dit en début d'émission, ont leur public. Je pense que ce genre de film a son public, donc je peux pas en dire du mal. C'est pas ma came. Je me suis sacrifiée. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, si vous voulez voir un film bête et méchant avec un seau de pop-corn et un litron de boisson, Coca. voilà, de Coca, de Fanta ou de bière, hein, franchement, c'est vraiment le film qu'il faut aller voir en toute sympathie. Oui. Et bien maintenant, chers auditeurs, on a une petite surprise puisque c'est le moment bonus des chroniques surprises. On a chacune de nous deux préparé des petites présentations, voilà, sur un sujet libre, complètement libre. Et je vais commencer en vous parlant de la fameuse Golshifteh Farahani, dont on vous a parlé un peu précédemment, qui joue dans le film Les Filles du Soleil, dont Nathalie vous a parlé. Je voulais parler de cette actrice qui est aussi une musicienne et chanteuse, puisqu'elle a vraiment un rôle important dans l'industrie du cinéma aujourd'hui. Et puis comme c'est une émission féminine, je voulais un peu en rajouter un coup de féminisme, voilà. Alors, elle a une carrière assez atypique et complètement internationale aussi. À la base, elle est iranienne. Elle naît en Iran et pendant la guerre. Et de parents comédiens, du coup, elle grandit un peu dans ce milieu créatif. Et à 25 ans, elle est sélectionnée et castée par Ridley Scott et elle tourne dans le film Mensonge d'État avec DiCaprio. Film superbe. Super. Et elle joue le rôle d'une infirmière qui se prend d'amitié avec DiCaprio. Amitié. Voilà. Je vous laisse découvrir le film ce soir d'ailleurs. Et du coup, elle se fait beaucoup remarquer. Sa carrière vraiment commence, il y a un grand boom dans sa vie, mais c'est aussi le succès de ce film qui va lui apporter beaucoup de soucis. Puisque dans l'avant-première de Mensonge d'État, qui va avoir lieu à New York, elle s'y rend sans voile. Sachant qu'elle est iranienne, dans une époque qui n'accepte pas que les femmes soient dans la rue sans voile. Du coup, là, une actrice, en plus, qui est une actrice qui joue dans un film américain et qui se rend dans une avant-première sans voile, ça fait scandale. Et quand elle rentre en Iran, elle est arrêtée et elle est interrogée. Quelques années plus tard, elle va partir d'Iran, réussir à partir pour de bon. Et ça fait 10 ans qu'elle n'est jamais rentrée. Et elle s'est installée en France et elle a un statut du coup de réfugiée politique. Et elle fait à la fois maintenant aujourd'hui des films grand public, des films d'auteur, et c'est aussi un symbole du féminisme d'aujourd'hui. Et je la trouve vraiment remarquable en tant qu'actrice. Elle est d'une subtilité, elle est parfaite. Je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir Les Filles du Soleil. Voilà, je voulais faire un petit bonus et parler de Golshifteh Farahani. Ah bah écoute, c'est très très bien puisque... Et toi, Nathalie, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Petit changement abrupt, non? Alors, oui et non. Parce que, donc, comme tu l'as annoncé en début d'émission, ce soir, il y a une soirée spéciale
au Royal. Et c'est vrai que depuis quelque temps, j'avais envie de parler de Sigourney Weaver, qui est pour moi une grande actrice, une actrice vraiment que j'adore. Et donc, comme ce soir, il y a Alien, le 8e passager, je vais vous parler de ce film qui est pour moi un film incroyable. Il est sorti en 79, c'était le 2e film de Ridley Scott. Alors, pour positionner le monsieur après Alien, il a quand même réussi à nous faire Blade Runner, Thelma et Louise, Christophe Colomb, Gladiateur évidemment, et bien d'autres. Ce film décèle quand même un casting de malades. Nous avons donc Sigourney Weaver dans le rôle d'Hélène Ripley, John Hunt dans le rôle de Kane, Yaphet Kotto, Tom Schreckit, Veronica Cartwright et Ian Holm. Donc ce ne sont que pour la plupart des jeunes qui commencent un petit peu, et le film va être absolument va être le symbole d'une génération. En fait, en plus, le film c'était pas Ridley Scott qui était prévu, c'était Walter Hill, le réalisateur du Bagarreur, qui était sorti en 75, et plus tard, il nous a fait 48 heures. Pour moi, si vous me demandez ce que représente Alien, c'est avant tout une atmosphère oppressante dès le début du film, et elle va nous accompagner pendant tout le film. Et c'est ça qui est assez magique. Et cela va même se muer en frayeur pendant le film. Et dès le début de ce huis clos, cette atmosphère oppressante, il y a ce sentiment d'incertitude, d'inquiétude et d'insécurité qui monte crescendo pendant tout le film. Et je pense que c'est ça, le pouvoir de ce film, c'est que le film est sorti en 79. Je mets au défi quelqu'un de le revoir aujourd'hui et de pas se sentir oppressé, de se sentir mal à l'aise, parce que le film, même s'il y a de grosses ficelles par rapport, on va dire, à la technique, le film est quand même sacrément bon. Faut savoir que Hélène Ripley, je fais vite parce que nous avons Monsieur Foundation qui s'impatiente. Hélène Ripley devait être tenue par un homme. Et en fait, ça s'est fait. Donc, le rôle a été échu à une femme, et ça devait être Veronica Cartwright qui interprétera le rôle de Lambert dans le film. Mais quand ils ont vu Sigourney Weaver, parce que ce n'est que son 3e film, son espèce de stature un petit peu, son physique un petit peu androgyne, ils sont tombés sur le charme, et j'ai envie de dire qu'ils ne se sont pas trompés. Ce film est un monument, ce film est un classique, donc ce soir, courez voir. Courez au Royal pour savoir s'il a mal vieilli ou pas. Donc, non, qui est mal vieilli? T'es folle ou quoi? Donc voilà. Eh ben, merci à tous nos auditeurs, et on va vous laisser entre les mains du Foundation, du DJ Foundation, pour un moment musical qui va vous décoiffer.